Comme vous voulez, moi je vous suis. Ok, alors je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont connectées pour écouter. Ce sont les troisièmes rendez-vous économiques de la CFCIM. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nesrin Larichi, que la plupart d'entre nous connaissent. Et Madame Larichi, qui fait partie des éminentes économistes marocains et marocaines, et qui a toujours dont son avis est toujours repris dans de nombreuses analyses des médias. Madame Larichi a été conseillère de deux premiers ministres très importants de l'époque comment dirais-je, ça y est, je perds mes mots, post, voilà. Après bon, ça y est, j'arrive plus, j'ai un problème de mots, qui était M. Youssoufi et M. Gétou. Elle a été également très active dans l'évolution de la doctrine marocaine en matière de commerce extérieur, en présidant le Conseil national du commerce extérieur et la SMAEX. C'est aussi une grande amie de la CFCIM qui répond toujours présent quand on la sollicite et nous le démontre une nouvelle fois aujourd'hui. Je vous rappelle le déroulement de ces rendez-vous, c'est que ne mettez pas vos micros, je pense qu'ils sont tous coupés. Si vous avez des questions à poser, vous les posez dans le petit indicateur qui est prévu à cet effet. Et puis je poserai les questions à la fin quand Madame Larichi aura fini son exposé. Madame Larichi, si vous le voulez bien, nous allons commencer par une question un petit peu générale, mais quand même très importante. Quelle analyse faites-vous de cette crise du Covid-19 sur l'échelle mondiale? Merci d'abord pour votre présentation. Oui, je vais commencer par faire une appréciation qui me tient à cœur en disant que le corona, un virus très contagieux qui tue, est venu nous dire « la vie n'est rien ». Eh bien, nous avons tous répondu « rien ne vaut la vie ». Les citoyens se sont pliés au confinement, très délétère sur le plan psychologique. Les gouvernements se sont mobilisés, la solidarité s'est organisée. Et cette première phase où la priorité a été accordée à la crise sanitaire n'a pas été négociable et c'est très bien, c'est appréciable. Mais la vie n'est pas que biologique. La vie, c'est aussi l'activité. C'est agir, c'est faire, c'est d'abord pour avoir des revenus, c'est évident, mais aussi pour la socialisation et l'épanouissement de l'individu. C'est pour dire qu'après le temps sanitaire, il y a un temps pour le socio-économique. Et j'insiste, le social et l'économique. Un couple qui doit être indissociable et qui doit être logé à la même enseigne que le sanitaire. Parce que la crise économique a aussi ses conséquences délétères. Des vies gâchées par des pertes d'emplois et des faillites d'entreprises. Le défi donc est de prendre les bonnes décisions pour éviter le pire. Et chaque décideur a un devoir d'optimisme, je dirais, un optimisme raisonné, c'est-à-dire préparer le pire en espérant le meilleur. C'est peut-être une posture, vous allez me dire, de catastrophisme, mais c'est une posture qui a ses vertus parce que le catastrophisme réveille le goût de l'action et surtout le goût du résultat. Et pour cette remarque étant faite, pour aborder cette phase de la crise économique, il faut partir d'un constat. Avant la crise Covid, avant la crise sanitaire, eh bien avant cette crise, la situation économique mondiale était fragile. Guerre commerciale, recul du commerce international, et puis certains pays étaient encore vulnérables depuis la crise de 2008. Et surtout, le contexte était marqué par un endettement très élevé des pays avancés et aussi des grands pays émergents. Pourquoi? Parce que la liquidité produite par les banques centrales depuis la crise financière de 2008 a eu deux effets. Un, l'augmentation de la dette permise par des taux d'intérêt bas, et deux, la valorisation excessive des bourses, en particulier aux États-Unis. Et d'ailleurs, cette crise était annoncée
tout le monde parlait d'une crise financière, tout le monde l'attendait. Le débat ne concernait que son moment. Eh bien, elle est arrivée par le coronavirus. Je voudrais ouvrir une parenthèse qui me semble importante pour dire que jusqu'à présent, on a pu comparer les récessions et tirer des leçons pour améliorer les reprises. Par exemple, on a tiré des leçons de la grande crise 1929 en 2008. Les plans de sauvetage mis en œuvre ont tiré des leçons dans la mesure où les banques centrales sont intervenues, parce que beaucoup d'économistes avaient dit oui, la crise a été très profonde parce que les banques centrales ne sont pas intervenues. Alors en 2008, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire et ce qu'elles continuent à faire, c'est-à-dire, pour le dire simplement, la planche à billets. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que aujourd'hui, en 2020, on peut tirer une leçon de 2008. Parce qu'en 2008, la crise était tellement grave qu'il y a eu un rejet des principes de l'économie libérale, puisque les États sont intervenus massivement pour sauver la finance. Mais les États n'ont pas répondu aux questions économiques, n'ont pas répondu puisque les États ont mis en place je dirais, des politiques libérales, austérité, maîtrise du déficit budgétaire, et l'exemple emblématique, c'est celui que tout le monde connaît, celui de la Grèce. Donc, le fait de n'avoir pas répondu aux questions socio-économiques a eu des répercussions, des colères, etc. Et donc, aujourd'hui, il faut tirer des leçons et accorder au social autant d'importance qu'à l'économique. Et la différence entre les deux crises, 2008 et aujourd'hui, c'est que le point de départ n'est pas le même. Le point de départ en 2008, c'est un choc sur la demande, en particulier la demande immobilière, les fameux subprimes. Aujourd'hui, la crise n'est ni financière ni économique. C'est une crise exogène. Elle résulte d'un arrêt brutal, inédit des économies de la quasi-totalité des pays. Une paralysie totale de plusieurs secteurs locomotifs et un effondrement de la demande et de l'offre en même temps. Donc, tous les bilans sont bouleversés. Entreprises, bilan des banques centrales, ménages. Et je me permets, et je ne suis pas pessimiste, le monde est en train de connaître une récession qui ne ressemble à aucune autre et qui va être grave. Cette fois-ci, c'est vraiment différent. Voilà pour votre question introductive. Merci, Madame. Si j'ai bien compris, donc vous liez de façon très, très proche le social et l'économie, et vous allez peut-être exposer un petit peu plus ce que vous entendez par là. Et d'ailleurs, sur le plan mondial, aujourd'hui, on parle, alors dans les jours qui sont en train de venir, on parle de la reprise qui est annoncée un peu partout avec de nombreux plans de relance qu'on annonce un peu partout. D'ailleurs, en ce moment, je viens d'apprendre qu'il y a aussi l'Europe qui est en train de faire au niveau européen, de proposer aujourd'hui un plan de relance. Bon. Et selon votre analyse, comment vous voyez cette reprise économique mondiale? Comment vous la voyez avec les nouveaux plans de relance? Oui, alors je commencerai par dire une généralité, c'est-à-dire que les plans de sauvetage se traduisent partout par l'adoption des mêmes outils de relance. Il n'y a pas d'autre alternative que le recours massif au budget, couplé à une politique monétaire accommodante. Cependant, je ferai deux remarques. Pour commencer, il faut d'abord distinguer les mesures, je dirais, pour éteindre le feu, les mesures à court terme. Et puis, dans une deuxième phase, une fois le feu atteint, à ce moment-là, on va s'attaquer à des mesures de long terme, parce que je pense que la crise va affecter, c'est une question qui se pose du moins, est-ce que la crise va affecter durablement le potentiel de croissance à long terme? Et pour cela, je vais peut-être prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, à court terme, elle peut s'en sortir.
L'Allemagne est un pays excédentaire. C'est un pays qui a un taux de chômage très, très faible, 3,2%. Donc, elle va repartir plus vite, forcément, à court terme. Mais après, l'Allemagne semble exposée à une remise en cause de son modèle de croissance, basé sur sa puissance industrielle exportatrice. Pourquoi? Parce qu'il se dessine un changement de paradigme économique vers une croissance moins carbonée et moins portée par les échanges mondiaux compte tenu du débat sur les chaînes de valeur. Donc, il y a quand même des nuances, même si les outils sont les mêmes, parce que l'économie n'en a pas d'autres. Alors, je reviens pour dire que l'ensemble des gouvernements ont mis en place des mesures budgétaires conséquentes. Il y a l'impulsion budgétaire directe, je dirais, comme le chômage partiel, et il y a les aides aux entreprises pour parer aux problèmes de liquidité, comme les prêts garantis par l'État. Donc, tous les États du monde sont sur au moins deux fronts. Faire face à l'urgence sociale et au choc sur la croissance économique. Donc, les vannes du budget sont ouvertes. Il n'y a plus de dogme. Et les questions qui fâchent n'existent plus. Déficit public, endettement, tout cela est mis de côté pour sauver l'économie. Mais je voudrais là ouvrir un débat, parce que tout cela, bien sûr, ça implique le recours à l'endettement, c'est incontournable. Et surtout que les taux d'intérêt sont très bas pour de très longues échéances. Il est donc même avantageux de s'endetter. Au Maroc, on a un débat qui est différent, alors qu'on a un taux d'endettement tout à fait soutenable. On est à 60% du PIB, au moment où la France est à presque 100% et elle va passer à 115, d'après ce que j'ai vu. L'Espagne à 96, et je ne parle pas encore de l'Italie qui est structurelle, qui a une dette structurellement élevée, 135%. Donc, malgré la faiblesse au Maroc, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment pour dire que le Maroc ne peut pas se permettre. Moi, je dis qu'il a une marge de manœuvre. Et vous savez pourquoi il y a ce raisonnement? Parce qu'il y a le souvenir, je dirais, ou le traumatisme du programme d'ajustement structurel en 1982 et de la restructuration de la dette. Dès qu'on dit mot restructuration, c'est quelque chose qui fait peur, ça a mauvaise presse. En fait, d'abord, nous sommes dans des circonstances particulières. Et puis, je dirais qu'il faut plus regarder le coût de la dette et non pas son montant. Et si on rapporte le coût au PIB, le chiffre est dérisoire. Donc, il ne faut pas, et c'est l'effort à faire, il ne faut pas analyser cette question avec la grille de lecture préexistante qui remonte, comme je viens de le dire, au programme d'ajustement structurel. Et le défi de la réflexion sur la reprise est justement qu'il faut recevoir ces événements nouveaux, ces événements inédits, en évitant nos croyances et en évitant nos représentations établies. Et ça, c'est très difficile de sortir de son état mental habituel. Donc, les instruments sont les mêmes, avec des nuances, pour tenir compte des spécificités. Je citerai deux exemples. Le premier, la nature du système productif, ça dépend. Un pays touristique, comme l'Espagne par exemple, aura une reprise différée car il s'agit d'un secteur durablement affecté. D'ailleurs, l'Espagne fragile, comme je viens de le dire, taux de chômage élevé, 14% je crois, dette élevée, l'Espagne a décidé d'ouvrir à partir du 1er juillet. Elle a pris la décision donc d'activer son secteur touristique pour sauver la saison. Un deuxième exemple, peut-être même évident, qu'un pays intégré aux chaînes de valeur mondiales va être pénalisé par le redémarrage lent du commerce international. Donc, en dehors de ces spécificités, il y a quand même un point commun qui est cardinal à mon sens, central. C'est que, quel que soit le pays, tous les regards se tournent vers le rebond nécessaire de la consommation des ménages.
je dis pas demande, je dis la demande parce qu'il y a deux, il y a l'investissement et la consommation. Moi, je dis la consommation des ménages qui conditionne le redémarrage des entreprises. Pourquoi? Parce que son poids est élevé dans le PIB, la richesse nationale. Alors, le PIB que moi, je qualifie toujours de juge de paix. Alors, en France et en Allemagne, c'est 50%. C'est-à-dire que la moitié de la richesse nationale vient de la consommation. En Italie, en Espagne et au Maroc, c'est encore plus, c'est 60%. Et je le dirais autrement, le soutien aux entreprises ne peut être efficace que si la demande qui leur est adressée retrouve des couleurs. Or, il y a une grande incertitude sur cette composante de la demande. Je dis incertitude pour ne pas dire que c'est une inconnue, même si beaucoup parlent de la cagnotte du confinement. Il y a au moins 3 raisons. D'abord, la peur du virus, de la contamination, de son retour, du doute sur la découverte d'un vaccin. Et ce sont autant de facteurs qui vont rester des problèmes latents et durables qui impliquent un comportement d'épargne de précaution. Et c'est l'ennemi numéro 1 de la reprise. D'ailleurs, même au Maroc, il y a eu une enquête du Haut Commissariat au Plan, et parmi une enquête qui concerne l'impact psychologique du confinement sur la population, et parmi les principales raisons d'inquiétude, quand j'ai vu, j'ai été très étonnée, la contamination par le coronavirus vient en tête avant la perte d'emploi. C'est pour vous dire que c'est un premier facteur qui risque de bloquer la consommation pendant au moins un moment jusqu'à ce que la cacophonie scientifique disparaisse. Deuxième facteur, pourquoi j'ai dit que c'était une inconnue, que c'était une incertitude, c'est l'état des revenus. D'une façon générale, les salaires, par exemple, comme les CDD, ils ont été sacrifiés. C'est eux qui ont reçu le coup le plus dur. On a aussi les entreprises qui ont moins de 50 salariés, qui représentent un grand pourcentage du PIB en France, en Allemagne et en France un peu moins, mais plus en Italie et en Espagne. Bien, il y a également, et d'ailleurs, il y a une enquête qui vient d'être faite et qui a montré que les ménages, pour les ménages, il y a un déterminant clé de la reprise, c'est le ressenti ou l'anticipation du marché du travail. Et vraiment, ça pèse sur le moral des consommateurs européens. Parce que l'Union européenne calcule un indice sur les anticipations du chômage dans la zone euro, et il est à son pire niveau depuis 11 ans. Donc, cette question du chômage, des revenus et de l'emploi aussi est au cœur du comportement des ménages. Et troisième raison, il y a aussi le fait que le confinement a changé le comportement des consommateurs d'une façon générale. Voyages, sorties, achats de biens, et de nouvelles tendances se dégagent et laissent entrevoir de nouveaux modèles de consommation. Peut-être qu'après l'ère de la massification, de la frénésie des achats, est venu le temps de la démassification, de la stabilité des comportements, et tout ça est lié à aussi la nouvelle culture de l'économie décarbonée, et peut-être que c'est à l'offre maintenant de s'adapter à la nouvelle demande. Mais quelle que soit l'idée que l'on se fait de la consommation, il y a quand même un consensus sur la lenteur de la reprise. Il n'y aura pas de reprise en V, comme disent les économistes. C'est-à-dire qu'on aimerait que plus dure aura été la chute pendant le confinement, plus vigoureuse sera la reprise. Je prends l'exemple de la France, le dernier chiffre que je viens de voir. La France va avoir une chute de croissance de 9,6% en 2020 et une reprise de 9,1% en 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un scénario d'une récession durable. Bon,
c'est un scénario. Il y aura peut-être, au fur et à mesure de l'évolution des choses, d'autres scénarios. Donc, voilà pour la demande, ces incertitudes et ces caractéristiques avec ce Covid-19. Maintenant, qu'en est-il de l'offre? Qu'en est-il de la production? Qu'en est-il des entreprises? Eh bien, je crois que pour les mesures à court terme, ils ont pu différer les problèmes aigus de trésorerie. L'action des gouvernements, parce que l'action est à peu près la même partout, a évité le pire. Et les problèmes de trésorerie vont forcément réapparaître dès la fin des aides de l'État. Ce que je voudrais dire aussi à propos des chefs d'entreprise, c'est qu'ils sont soumis à de nouvelles contraintes. Ils doivent inclure les coûts additionnels des mesures de protection. Ils doivent faire face à la baisse de la productivité entraînée par les gestes barrières sanitaires et les mesures de distanciation. Donc, c'est de nouveaux coûts qui vont apparaître. Mais surtout, ils sont plongés dans une incertitude qui doit les obliger à reconsidérer constamment la situation en fonction d'un tas de données qui fluctuent. Je crois que le management tel qu'on le connaît, dominé par la vision, les process, etc., ne les a pas préparés à ce genre de situation où ils doivent gérer l'inattendu, tout en mobilisant les forces vives de l'entreprise pour qu'elle reste orientée vers la reprise. Un chef d'entreprise n'a pas le droit de dire « je ne sais pas », il doit savoir. Et la réponse apportée par les experts en management, tout le monde la connaît, c'est un mot très à la mode, l'agilité. C'est un mot fétiche qui souvent on présente le mot et pas la chose. Et au-delà de la créativité, de la proactivité, il s'agit de considérer l'action par petites étapes, agir, observer le résultat et le modifier s'il le faut. Bref, être pragmatique. Et je voudrais, à partir de l'offre, revenir aux chaînes de valeur parce qu'il y a tout un débat autour de cette question relocalisée ou pas, pourquoi. Et les entreprises, pourquoi la question, elle se pose? Parce que les entreprises ont fait face à des ruptures d'approvisionnement causées par des restrictions de transport ou des fermetures d'usines, et aussi parce qu'on s'est rendu compte de la dépendance à l'égard de la Chine pour des produits stratégiques. Et donc, la crise a renforcé l'appel à la relocalisation. Hier, le cas de Renault a été, je crois que le président a été clair, relocalisation après, pour les prochains projets. Il n'est pas question de délocaliser ce qui a déjà été localisé. Et je voudrais ici vous partager avec vous ce que j'ai lu il y a 2 jours sur Le Monde. C'est le prix du jeune économiste qui est organisé par le Cercle des économistes français et qui a décerné cette semaine son prix à une femme, Isabelle Méjean, qui travaille justement sur les questions liées à la mondialisation. Et pour elle, et c'est ça que je voulais partager avec vous, la relocalisation est une fausse bonne idée. Pour elle, le coupable n'est pas la localisation. Le coupable, c'est la concentration de la production dans un petit nombre d'entreprises ou de pays. Et elle donne l'exemple de la Malaisie qui fabrique 55% des gants chirurgicaux vendus dans le monde. Bon, tout le monde le sait, les entreprises ont opté pour la concentration parce que ça permet des économies d'échelle, baisse des coûts, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Voilà en ce qui concerne les réflexions que m'ont inspiré les politiques, les mesures de reprise dont il est question en ce moment. Merci, madame. Ça implique aussi d'autres questions, mais je vous les poserai après parce que je voudrais d'abord qu'on aborde le thème, après tout ce que vous nous avez expliqué sur le plan international, qu'on aborde un petit peu, pour rester dans le même ordre d'idées,
le problème du Maroc au niveau des relances. Oui. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait pour que la relance s'effectue le mieux possible? Et ça fera certainement évidemment aussi l'objet d'une loi de finances rectificative. On aimerait avoir votre avis là-dessus. Après, je reviendrai sur d'autres questions qui reviennent, mais surtout qu'on passe sur ce sujet-là. Très bien. Et très bien. Avant de parler relance, il faut toujours évoquer la contraction de la croissance. Et donc là, il y a plusieurs prévisions, le CMC 3,2%, le HCP moins. Eh bien, moi, je retiens toujours les prévisions des assureurs crédits. Et Euler Hermès a annoncé un recul de la croissance de 3,9% en 2020. Pourquoi les assurances crédit? Parce que j'ai dirigé une société d'assurance crédit, la SMAEX, et je sais que ces assurances ont une boîte à outils qui leur permet d'avoir des statistiques qui leur permettent de bien évaluer le risque pays. Pourquoi? Parce qu'un assureur crédit prend le risque sur la base de l'information. Et s'il se trompe, il paye. Un assureur crédit n'a pas de garantie réelle comme une banque. Et donc, j'estime toujours que leurs prévisions sont fiables. Euler Hermès donc, estime un recul de la croissance de 3,9%, mais un rebond de 5% serait possible en 2021, mais à condition, bien sûr, toujours les hypothèses, qu'il y ait une normalisation de la récolte céréalière, parce que vous le savez, cette année, il y a la sécheresse, la reprise des investissements publics, la reprise du tourisme et de la demande mondiale. Donc, la reprise de 5% est conditionnée, comme toutes les croissances d'ailleurs, par un certain nombre d'hypothèses. Au Maroc, le dispositif d'élaboration d'un plan de relance est en marche. Je peux signaler 3 initiatives. Par exemple, la demande faite par le Parlement au Conseil économique et social pour effectuer une étude d'impact et évaluer les conséquences de la crise Covid sur les plans économiques et sociaux. 2, la proposition du plan de relance faite par la CGEM. Et 3, le dernier dispositif de garantie du financement qui vient d'être lancé par le comité de veille économique, et donc par la mise sur le marché d'un nouveau fonds spécial pour la gestion de tout ce qui est soutien aux entreprises. Alors, la première observation que je ferai est que, justement, compte tenu des innombrables questions qui se posent, je dirais que faire une loi de finances rectificative afin d'avoir un plan de relance est une gageure, parce qu'on est en terrain inconnu jusqu'à présent, et notamment par rapport à la prise en compte de la situation économique de nos principaux partenaires européens et qui sont impactés sévèrement par la crise. Et le Maroc est un pays ouvert. On a eu une baisse des exportations et des importations qui montre bien cette ouverture. Donc, c'est une gageure de faire un plan de relance avec autant d'inconnus. La Chine, puissance mondiale avec une culture de planification, renonce à fixer un objectif de croissance pour 2020 et déclare reconnaître l'existence de toute une série de facteurs difficiles à prévoir. Ma deuxième observation est que l'objectif de la loi de finances rectificative, c'est plus l'adhésion de toutes les forces vives du pays au plan de relance et qui va faire d'ailleurs l'objet d'arbitrages très difficiles. Et j'ai cité tout à l'heure le débat qu'il y a autour de la question de l'endettement. Mais on constate tout de même une volonté d'un travail collectif, aussi bien du gouvernement que du Parlement, qui ont annoncé la consultation des partis politiques, des syndicats et des acteurs économiques. On peut peut-être dire un mot du plan de relance de la CGM qui comporte une batterie de mesures globales et sectorielles, impact de relance entre l'État, les entreprises et les partenaires sociaux, mais je retiens le fait que le patronat veut saisir l'opportunité
du plan de relance pour que s'opèrent 3 ruptures. 1, formaliser le secteur informel. 2, promouvoir le Made in Morocco. Et 3, simplifier les relations avec l'État. Et on peut souligner que les relations avec l'État sont très importantes. Pourquoi? Parce que l'État a montré qu'il était tout à fait capable d'innover. Et je citerai 2 exemples. Le parapheur électronique pour le traitement du courrier au sein des administrations et surtout le bureau d'ordre digital, qui est un canal électronique pour la réception des courriers des citoyens qui veulent formuler toutes sortes de demandes, y compris le paiement des factures. Une vraie révolution. Et l'application utilisée permet la signature électronique dont la loi a été adoptée il y a déjà plusieurs années. Donc, on sent un nouvel âge de l'action publique qui a d'ailleurs permis à l'État de gagner en légitimité. Et la demande de la CGM consiste à rester sur cette trajectoire. En définitive, l'élaboration d'une politique de sortie de crise est un exercice difficile pour tous les pays du monde, car il s'agit de répondre à une situation inattendue. Et partout dans le monde, je le répète, il y a la crainte du chômage et le risque de la colère. Et donc, la singularité de cette crise impose de sortir de notre modèle mental et de transgresser les modèles prescriptifs d'avant Covid. Et si ce virus nous a fait peur, c'est très bien parce que la peur est le meilleur chemin vers le courage. Voilà. Je vous remercie. Pour toutes ces explications. Avant de passer aux questions des participants, moi j'ai personnellement 2 questions importantes à vous poser concernant les 2 parties de votre exposé, la partie internationale et la partie marocaine. Sur la partie internationale, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez quand vous parlez qu'il va y avoir une récession, qu'il va y avoir des changements. Est-ce que vous pensez que tout doit être remis à zéro, tout doit être repensé, l'économie mondiale doit être repensée? Est-ce que les systèmes actuels sont encore viables? Est-ce qu'il ne faut pas tout revoir? Est-ce que le PIB veut dire encore quelque chose? Est-ce que les directives du FMI sont encore adaptées? Enfin, vous voyez toutes les questions qui se posent par rapport au système international actuel. Je réponds tout de suite ou on réunit les questions? Non, allez-y, oui, vous répondez sur celle-là et puis après on… Alors, celle-là, vous savez, ça demande un exposé de 2 heures au moins pour répondre à toutes vos questions. Elles sont très, très intéressantes. Et là, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, j'ai axé mon exposé sur le court terme parce que là, on est dans ce qu'on appelle une politique de relance, de reprise. Vous, votre question, elle vient dans le 2e temps. Une fois le feu éteint, effectivement, il va falloir s'attaquer à des réponses structurelles et toutes celles que vous avez évoquées le sont. Alors, je commencerai par les 2 dernières questions, le PIB et le FMI. Mais le PIB, ça fait longtemps qu'il y a eu énormément de travaux pour revoir ce PIB, pour prendre en considération tout ce qui est immatériel. Bien plus, le PIB ne prend pas en considération les services alors qu'on est dans une économie de plus en plus numérisée, les services sont de plus en plus importants. Non, le PIB s'impose et moi, j'arrête pas de dire que le PIB au Maroc est sous-évalué. Et je suis sûre que c'est la même chose pour tous les pays du monde. Non, ça, c'est un chantier qui est ouvert depuis des années. Il y a eu des commissions, il y a eu des ouvrages, il y a eu des prix Nobel qui ont écrit sur la question. Mais bon, ça semble difficile. Il y a, en tant que femme, si on introduit le travail domestique, on va au moins augmenter le PIB du tiers. Donc, on a intérêt à le comptabiliser, même s'il n'est pas rémunéré en espèces. Donc, on a tout intérêt, et les pays surtout en développement qui ont beaucoup d'immatériel, on a tout intérêt à revoir le calcul. Mais tout le monde, vous le savez bien, on a parlé le bonheur brut,
oui, le débat est encore ouvert et il faudrait peut-être que les institutions internationales, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre tous les systèmes de calcul du monde pour pouvoir comparer justement, il faudrait que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, mais il faut dire que ces institutions elles-mêmes sont à revoir parce que ce sont des institutions qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, donc des institutions qui correspondaient au contexte économique de l'époque. Le FMI, par exemple, mais les missions qui ont été assignées au FMI après 1945 n'ont aucun rapport avec ce qu'il fait maintenant. Le FMI avait une mission monétaire, c'était stabiliser les balances des paiements, la valeur des monnaies. Aujourd'hui, sa mission n'est plus du tout monétaire parce que vous le savez que le dollar n'est plus relié à l'or, il n'y a plus l'échange fixe. Donc, sa mission, elle est devenue financière. Et non seulement financière, mais avec des conditionnalités. Je vous donne un crédit à condition que vous faites ceci et cela. Le FMI n'est absolument pas le FMI qui a été créé, je le répète, après 1945. Donc, on est d'accord. Je suis entièrement d'accord. Alors, tout remettre à zéro, je ne pense pas. Parce que les évolutions sont progressives, il faut y aller doucement, et il faut, comme je dis toujours, des micro-ruptures plutôt qu'une rupture d'une façon générale. Mais la question que vous posez, elle s'est posée depuis 2008, parce qu'on a oublié, peut-être avec la gravité de la crise actuelle, on a oublié que la crise de 2008, c'était une crise systémique et qui a failli emporter le monde. N'eût été les interventions, comme je l'ai dit tout à l'heure, des banques centrales qui ont ouvert toutes les vannes. D'ailleurs, une des questions qu'on se pose, malgré toutes ces liquidités, il n'y a plus d'inflation. Le monde qui avait tellement peur de l'inflation, on est dans un monde déflationniste. Donc, il y a beaucoup de... Votre question soulève énormément de sujets. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit comme réponse. Mais c'est gentil de votre part de dire ça. Comme ça nous donnera peut-être l'occasion de faire une séance complète sur cette question, puisque vous dites qu'il nous faut 2 heures. Peut-être que ça vaudra le coup. Ma dernière question personnelle, moi, que je voulais vous poser aussi, tiens, alors, sur le Maroc, vous avez parlé aussi qu'il faut faire une relance au niveau du Maroc, donc vous en avez parlé. Et depuis des années, on sait que le Maroc est attaché à une rigueur budgétaire importante. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer aussi cet état d'esprit, comme le font beaucoup de pays européens avec les 3% que plus grand monde ne peut tenir? Est-ce que vous pensez que le Maroc doit faire la même chose, doit aller dans ce sens-là, pour ne pas respecter certaines règles qui ont déjà été établies? C'est pas qu'il doit, il n'a pas le choix. Ça va se faire. Ça va se faire parce que la situation est inédite. Et même ceux qui disent que si le déficit public se creuse, ça va porter atteinte à l'image du Maroc, à sa notation pour obtenir des crédits. Mais la crise est mondiale et les instances qui notent les pays le savent très bien. Donc, ce n'est pas qu'il doit, il va le faire, il est obligé de le faire. D'ailleurs, un décret-loi pour augmenter le plafond de l'endettement a déjà été établi. Et c'est lui d'ailleurs qui a ouvert le débat. Le Maroc va s'endetter et il a raison de le faire. Il a une marge de manœuvre et il est obligé. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis que la crise économique est aussi délétère que la crise psychologique et qu'il faut absolument penser au social. Sinon, et c'est pour ça que j'ai dit aussi, il faut tirer des leçons de la crise de 2008 où on s'est occupé des banques et on a oublié le reste. Là, il faut tirer des leçons et prévoir des filets sociaux, soutenir les entreprises. Il faut redynamiser l'économie pour atténuer. Et si l'économie est redynamisée, si la croissance reprend, ça veut dire que vous avez la capacité de rembourser. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut voir ce qu'on rembourse. Il ne faut pas regarder la masse de la dette qui fait peur, effectivement.
Mais on emprunte pour rembourser et voilà, c'est ainsi va la vie, quoi. Merci pour vos réponses, Madame Larichi. Alors, je vais passer à quelques questions qui ont été posées, qui sont posées par nos adhérents qui sont présents. Il y a une question qui dit, quand vous parlez du social qui est lié à l'économie, je reviens au début, est-ce que cette lutte, la lutte contre les inégalités, est prise en compte dans votre exposé quand vous en parlez? Mais absolument, absolument. D'ailleurs, en parlant de la crise de 2008 et en disant qu'on n'a pas pris en compte les aspects socio-économiques, j'ai cité la question des inégalités qui est apparue. Pourquoi? Parce qu'elle était camouflée par la dette. Vous savez, aux États-Unis, partout, enfin aux États-Unis, parce que c'est le point de départ de la crise, les subprimes, c'est des crédits accordés aux pauvres. Comme ils ne pouvaient pas augmenter leurs revenus pour acheter, on leur a accordé des crédits pour pouvoir acheter leur maison. Et quand les taux d'intérêt ont augmenté, ils n'ont pas pu rembourser et la crise est par-ci, de là. Et donc, c'est une crise, c'est depuis que Piketty a publié son livre sur les inégalités, c'est une crise qui a mis au grand jour la question des inégalités, qui était une question taboue. Parce que pendant 30 ans, on a eu une domination du modèle libéral où c'est la main invisible, pas d'intervention de l'État, la croissance va créer des emplois. Et depuis 2008, tout cela est remis en cause. Et cette crise est venue encore insister pour dire attention aux inégalités. Parce que quand je parle de faillite d'entreprise ou de chômage, mais c'est évidemment directement une question d'inégalité. De toute façon, elle est à l'ordre du jour au Maroc. Elle est à l'ordre du jour dans le monde entier. Toutes les colères, vous savez, en 2019, il y a eu 100 colères dans le monde, c'est-à-dire 100 manifestations. Ça concerne le monde entier. Et ça, la question des inégalités est posée dans le monde entier et c'est peut-être une opportunité, la crise du Covid-19, pour mettre en place les politiques nécessaires. Et elles existent. Vous savez, il y a un instrument, l'impôt, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Merci, Madame. Une autre question. Il y en a une qui porte sur le consommé marocain, mais vous y avez déjà répondu. Oui. Je pense que c'est une question qui ressemble un petit peu à la question que j'ai posée précédemment. L'affectation de la dette et sa gestion nécessitent des gouvernements responsables et un changement de paradigme pour une orientation des choix économiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Oui, alors la question de la dette aussi est une question importante. Il y a un problème de démystification peut-être à faire. La dette, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut regarder ce qu'on rembourse. Deuxièmement, l'usage de la dette. Regardez la transition aujourd'hui énergétique, l'économie verte, l'économie décarbonée. Si on emprunte, je parle des pays, surtout les pays avancés qui ont vraiment des industries, qui ont un taux de carbone élevé et qui doivent investir. Et c'est le cas en Europe, en Chine, aux États-Unis. S'ils empruntent, parce que les taux sont tellement bas, s'ils empruntent pour effectuer des investissements dans ces secteurs qui vont bénéficier aux générations futures, il n'y a aucun mal à s'endetter. Je préfère m'endetter et laisser une planète propre à mes enfants plutôt que de dire « Ah, il ne faut pas que je m'endette aujourd'hui, je vais pénaliser la prochaine génération ». Vous voyez, c'est une question de raisonnement et de choix et de destination des crédits, de la dette. C'est tout. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse et on peut être assez d'accord avec vous là-dessus. Une autre question, face à cette pandémie du Covid-19, l'État marocain et ses institutions ont mis en avant la vie humaine et la sécurité des citoyens avant toute autre chose. Pour l'après-Covid-19, quelles sont vos idées pour la protection sociale des citoyens de manière à leur assurer un revenu minimal et éviter toute colère ou désespoir, comme vous venez de parler précédemment? Est-ce que vous avez des précisions là-dessus?
je n'ai pas de précision de mesures. Les mesures sont classiques, c'est exactement ce qui a été fait. Le chômage partiel. On a, vous savez, il y a les 3/4 des salariés de la CNSS qui ont touché, ceux qui profitent du RAMED, qui sont inscrits au RAMED aussi ont eu des revenus. Mais ça, c'est juste pendant la période, disons, où l'économie était gelée. C'est pour ça que parallèlement, il faut une reprise de l'économie pour pouvoir créer des emplois. Mais les mesures précises, vous savez ça, il faut s'asseoir autour d'une table avec tous les partenaires sociaux, calculer les impacts. On ne prend pas une mesure comme ça. C'est des études qui doivent être faites avec l'essentiel et d'avoir comme souci de régler la question des inégalités. Je ne sais pas, moi, une mesure, je peux donner une mesure à laquelle je pense. Par exemple, les entreprises doivent intéresser leurs salariés. Ça, c'est quelque chose qui existe un peu partout dans le monde. Pas uniquement pour une raison sociale, mais même pour une raison économique. La productivité augmente. Hein? Donc, les entreprises peuvent, par exemple, penser à ce type de formule. Maintenant, au Maroc, on a créé l'AMO, on a créé le RAMED. Il faut ce qu'il faut, et ça, la crise l'a montré, il faut des investissements massifs dans le sanitaire, dans les hôpitaux, et ça, c'est un impératif immédiat. Voilà. Oui, je pense que sur le niveau de la santé, c'est un peu général. Il y a beaucoup de pays qui se sont aperçus qu'il y avait pas mal de choses à faire au niveau des hôpitaux. Et au niveau du personnel. Puis le nombre de médecins pas par habitant, le nombre de médecins par 1 million d'habitants, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est très, très faible. Je crois qu'on a... Il y a 12 000 médecins au Maroc, je crois. Non, puis en plus, la répartition aussi, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas aller dans certaines régions, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à repenser dans ce sens. Donc là, le secteur de la santé est à repenser totalement dans ses infrastructures. Il faut retenir les médecins, ils partent à l'étranger. Tout à fait. Tout à fait. Ben, Madame, on arrive au terme de ces rendez-vous et je vous remercie encore une fois de votre participation et je pense qu'on a aussi appris beaucoup de choses en vous écoutant et c'est très gentil encore une fois de voir participer. Oui. Moi, je suis très préoccupée par la reprise en Europe et particulièrement les 3 pays qui nous concernent, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et la France. Et ce sont les 3 pays, surtout l'Italie et l'Espagne, qui posent des problèmes. Et puis en Europe, vous avez un groupe de pays qui est très libéral, qui ne veulent pas les 3 pays du Nord, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, qui sont très attachés à une Europe libérale et peu dépensière, et qui rejettent la mutualisation des dettes et tout accroissement du budget de l'Union européenne. Et ça, c'est inquiétant. Alors que Macron et Merkel envisagent un plan plus, disons, plus interventionniste, parce que la situation n'est pas, enfin, je dirais, elle est grave. J'aime pas utiliser ce terme, mais le FMI, vous savez, il tape sur une croissance de 1,2%. C'est-à-dire 2 fois plus grave que la crise de 2008. Voilà. Ils ont mis, apparemment, Macron-Merkel aurait mis 500 milliards sur la table. Oui, mais c'est très bien le couple franco-allemand. C'est vraiment le noyau dur qui peut faire avancer l'Europe. Mais il y a aussi la position de ces 4 pays. On aurait souhaité un consensus par rapport à cette question parce que il n'y a pas d'autre choix. Exact. Voilà. Bon, encore une fois, merci Madame Larechy et vous êtes toujours la bienvenue si vous voulez intervenir une prochaine réunion. Je rappelle à toutes les personnes qui sont là que le prochain rendez-vous économique de la CFCIM, c'est le mercredi prochain. Ce sera avec Monsieur Driss Benima.
les rendez-vous économiques qui ont lieu toutes les semaines en ce moment vont certainement, après l'arrêt du confinement, se faire d'une façon mensuelle pour qu'on ait un peu plus de temps pour préparer, etc. Mais je vous souhaite encore à tous une très bonne journée, de prendre soin de vous et puis d'être présent mercredi prochain à la prochaine réunion des rendez-vous économiques de la CFCIM. Ah oui, oui, je viendrai écouter mon ami Bédima, bien sûr. Et encore une fois, merci beaucoup, Madame la Régie, et bonne journée. Prenez soin de vous également. Merci beaucoup. Et merci encore. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.